Eh bien voilà, donc il est 10h04, nous allons pouvoir commencer. Nous allons organiser donc ce webinaire en petit comité aujourd'hui, qui est dédié donc aux bonnes pratiques d'hygiène et de désinfection dans l'industrie agroalimentaire. Et pour cette présentation, nous avons voulu prendre un cas d'étude sur le virus Covid-19. Alors, pour cette présentation, je vais démarrer. Pardon, donc je recommence, voilà, le son était coupé. Donc, je m'appelle Lisanne Ernst, j'ai un background scientifique en tant que biologiste et chez Realco, je travaille en tant qu'experte des applications des produits enzymatiques. Donc, pour ma part, donc Laurent Delal, donc j'ai un doctorat en microbiologie, plus particulièrement en analyse de risque dans les denrées alimentaires, et je travaille chez Realco en tant que gestionnaire de projet. Alors, avant de commencer cette présentation, juste un nota bene important. Donc, cette présentation a pour but de donner les clés pour un bon nettoyage et une bonne désinfection, et plus particulièrement appliquée au risque Covid-19. Mais si vous souhaitez d'autres informations sur les mesures à prendre pour ce risque en particulier, notamment pour les mesures à prendre pour le personnel, pour les mesures de distanciation, etc., dans l'industrie agroalimentaire, nous vous invitons à lire les documents publiés par l'OMS qui donnent toute une série de recommandations, on va dire, plus générales à mettre en place dans l'industrie agroalimentaire et les institutions. Alors, ça n'avance pas. Voilà. Alors, cette présentation, en fait, est divisée sous forme de questions. Donc, il nous semblait vraiment important de rappeler quelques notions de base. Tout d'abord, par exemple, quelle molécule choisir en fonction de son activité pour le nettoyage, quelle molécule choisir comme biocide en fonction de son risque. Ensuite, on fera un petit rappel sur ce qu'est un virus, comment les classer. On posera des questions plus précises concernant le risque Covid-19 et nous terminerons par des questions concernant le virucide en tant que tel. Comment déterminer si un produit est virucide au niveau légal, au niveau régulatoire. Alors, pour commencer, maintenant, je laisse la place à ma collègue Lisiane qui va vous faire un rappel sur les différentes molécules détergentes et désinfectantes. Voilà, merci Laurent. Du coup, pour commencer notre première partie, une petite introduction, c'est d'abord qu'est-ce qu'est en fait l'hygiène, qu'est-ce qu'on entend par hygiène. L'hygiène a comme but d'assurer un environnement de travail propre. La plupart du temps, il est basé sur votre plan d'hygiène, sur votre bonne volonté et le bon sens. Alors, à quoi sert en fait l'hygiène? Deux choses importantes, c'est que l'hygiène ou une bonne hygiène va pouvoir garantir la qualité de vos produits finis et il en découle que ça va aussi garantir la sécurité alimentaire pour les consommateurs. Une deuxième petite question, c'est pourquoi en fait nettoyer? Classiquement, j'ai envie de dire le nettoyage est plus ou moins évident. On n'a pas envie de travailler dans un environnement sale. Mais alors maintenant, pourquoi désinfecter? La désinfection, elle permet de contrôler le risque microbiologique dans votre environnement de travail. Ceci m'amène donc à une définition de qu'est-ce qu'est un détergent. Un détergent va pouvoir éliminer tout type de résidus inorganiques et organiques. On aime bien parler de le propre visible. On va pouvoir voir l'effet d'un détergent à l'œil nu. Il existe différentes classes de détergents, les produits acides, alcalins et neutres. Je vais développer tout ça dans quelques dias. Alors, qu'est-ce qu'un désinfectant? En revanche d'un détergent, un désinfectant, lui, va agir sur tous les micro-organismes. On va dire qu'on va atteindre le propre invisible. Pourquoi? Parce que les micro-organismes, on ne sait pas les voir à l'œil nu et donc on va jouer sur quelque chose d'invisible, on va atteindre la propreté invisible. Ici aussi, il existe différents types d'agents biocides
on va développer tout ça. Commençons d'abord par les détergents. Donc, je l'ai dit, il existe des produits acides, alcalins et neutres, et je vais développer tout ça. Alors, les détergents acides vont permettre un détartrage de la surface. Le détartrage est très important dans votre protocole de nettoyage. Il faut savoir qu'une simple couche, un simple film de tartre permet déjà un point d'accroche et de protection aux micro-organismes. Du coup, ils vont pouvoir s'y fixer, se développer et du coup aussi créer une contamination. Donc, il ne faut certainement pas oublier un détartrage régulier de vos surfaces. Les détergents alcalins, eux, sont principalement constitués de produits à pH élevé, donc je tiens à tenir votre attention qu'il faut les manipuler avec précaution, aussi bien pour les équipements, mais aussi surtout pour les opérateurs. Il s'agit souvent d'un mix de différents agents mouillants, qu'on appelle aussi les surfactants, et leur action, en fait, c'est qu'ils vont décrocher, ils vont détacher la souillure d'une surface. Ensuite, avec le rinçage, on va pouvoir éliminer cette souillure. Et il faut savoir que les détergents alcalins, eux, vont aussi avoir une action sur les résidus organiques qui sont cuits et carbonisés. En revanche, des détergents alcalins, on retrouve les détergents neutres ou enzymatiques qui, eux, sont, comme le nom le porte déjà, à un pH neutre. Donc, ils sont beaucoup moins agressifs, aussi bien pour les opérateurs que pour les équipements. Et il faut savoir que chaque type de résidu organique est géré par un type d'enzyme différent. Donc, comme on sait voir ici sur l'image, on a des protéases qui vont agir contre des protéines ou des résidus de viande, les lipases qui vont agir sur tous les résidus lipidiques, les amylases qui vont agir sur tous les résidus d'amidon et la cellulase sur tous les résidus de cellulose ou de fibres végétales. La plupart des détergents enzymatiques sont produits ou contiennent ce qu'on appelle un cocktail enzymatique. Donc, il existe différentes classes d'enzymes, différents types de protéases, de lipases qu'on va mixer dans un cocktail enzymatique, tout ça dans le but de permettre un nettoyage renforcé. Ceci pour un petit aperçu des différentes classes de détergents qu'il existe. Passons maintenant aux désinfectants. Donc, pour rappel, un désinfectant, lui, va agir sur tous les micro-organismes. Il existe différents types de biocides en fonction des différents secteurs. Alors, dans le secteur des soins de santé, on retrouve principalement des désinfectants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool, d'hypochlorite de soude. Et dans tout ce qui est l'industrie agroalimentaire ou la collectivité, on va aussi trouver des désinfectants à base de chlore, d'ammonium quaternaire, de peroxyde d'hydrogène, d'alcool, etc. Alors, avec tous ces types de molécules et de biocides différents, comment choisir le bon désinfectant? Tout d'abord, il faut savoir que tout type de désinfectant doit respecter les réglementations de votre pays. Ensuite, il faut choisir en fonction de différents points d'attention, c'est-à-dire on doit respecter l'activité de votre secteur, le risque auquel vous faites face, l'efficacité que vous voulez atteindre, les équipements qui sont à nettoyer, l'environnement dans lequel vous travaillez, la sécurité des utilisateurs et le niveau d'hygiène qu'on veut atteindre. Alors, une petite note par rapport à l'efficacité, c'est que quand l'on compare la performance d'un détergent, il faut aussi regarder aux normes auxquelles il respecte. Par exemple, un détergent peut très bien être bactéricide, mais pas virucide. Donc, ce point est à prendre en compte dans l'analyse. Un petit exemple pour tout ça. Donc, le tableau ci-dessous reprend différents agents désinfectants dans la colonne de gauche. Et dans la partie de droite, vous allez avoir différentes classes de micro-organismes. Donc, on va retrouver des bactéries qui peuvent être soit gram négatifs ou gram positifs, des virus, des spores et les champignons et les levures que j'ai oubliés. Alors, si l'on compare par exemple les produits à base de chlore avec ceux à base d'ammonium quaternaire, on remarque déjà que le chlore est un produit plutôt agressif, donc il est vraiment à utiliser avec précaution, comparé à l'ammonium quaternaire qui est beaucoup moins agressif, donc plus sûr pour les opérateurs et pour les équipements. Par contre,
se rend compte que le spectre d'action du produit chloré est beaucoup plus large. On va vraiment prendre en compte tout type de micro-organismes. En revanche, des ammoniums quaternaires qui, eux, ont un spectre plus limité. Cette même analyse et les avantages et les désavantages sont à prendre en compte pour tout type de désinfectant et tout agent biocide. Alors, j'aimerais bien finir cette première partie en évoquant les produits 2 en 1. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit qu'on appelle 2 en 1? Il s'agit d'un détergent qui contient des molécules ou des agents biocides. Donc, en même temps, on va pouvoir nettoyer et désinfecter cette surface. Quels sont les différents avantages de ces produits? Tout d'abord, on va gagner du temps. On n'a qu'un produit à appliquer en revanche de 2 produits. Du coup, on va réduire le risque d'interférence avec d'autres substances, c'est-à-dire on va éviter qu'un désinfectant se neutralise sur des résidus de détergence. On va gagner de l'énergie, d'eau, de temps, etc. Et on va aussi réduire le risque de vouloir juste rapidement désinfecter une surface sans l'avoir nettoyée. Et finalement, ceci évite aussi la confusion de produits, c'est-à-dire on va éviter qu'on va nettoyer une surface avec un désinfectant et ensuite la désinfecter avec un détergent. Pour résumer brièvement ce que nous avons vu dans cette première partie, nous avons parlé du fait que aussi bien le nettoyage et la désinfection sont très importants, qu'il faut veiller à sélectionner les bonnes molécules, les bons agents actifs et choisir la bonne méthode de nettoyage. Pour choisir tous ces différents points, il faut considérer les différents facteurs, c'est-à-dire votre activité, le risque biologique, les résidus que vous retrouvez sur votre surface, le matériel qui est à nettoyer, les opérateurs, la sécurité des opérateurs, et finalement, il faut contrôler l'efficacité de vos protocoles. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ces différents points, nous vous invitons fortement à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine où nous parlerons justement plus en détail les protocoles de nettoyage. Ceci finit donc la première partie et je passe maintenant la parole à Laurent qui va vous parler des virus. Donc, merci Lisiane. Et maintenant, revenons sur les virus. Donc, nous avons vu comment nettoyer, comment désinfecter, mais comment être certain que le nettoyage et la désinfection fonctionnent bien sur les virus. Alors, pour cela, on va revenir sur les notions de base de ce qu'est un virus et leur caractérisation et leur classification. Donc, revenons donc au départ de ce que c'est un virus. Donc, un virus est un agent infectieux de petite taille, de composition simple. Ils ne peuvent pas se multiplier par eux-mêmes, ils sont obligés de passer via des cellules vivantes, aussi bien d'animaux, de plantes, de bactéries. Donc le nom virus vient d'un mot latin qui signifie poison. Et donc ils ne peuvent pas être considérés comme des organismes au sens strict du terme, donc ils ne sont pas libres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire ou poursuivre un processus métabolique sans une cellule hôte. Alors, un virus est composé en premier de matériel génétique encapsulé dans une protection protéique qu'on appelle capside. Alors, le matériel génétique ou le génome peut être composé soit d'ADN ou d'ARN. Et ceux-ci peuvent être simples ou double brin, circulaires ou linéaires. Donc, il y a une variété de virus différents avec ces caractéristiques, donc aussi bien au niveau de la capside qu'aussi bien que du génome. Certains virus peuvent être également composés d'une membrane lipidique enveloppant donc la nucléocapside. Ces virus sont dits virus enveloppés. Donc ici sur le graphe du côté gauche, vous voyez donc un virus non enveloppé et du côté droit, un virus dit enveloppé, donc avec sa membrane lipidique. Et donc les virus enveloppés doivent leur sensibilité et donc leur fragilité à la présence de ces fameux lipides dans leur enveloppe. Ces lipides peuvent être dégradés par modification ou solubilisation via, par exemple, des détergents, via une solution alcoolique, par exemple. Alors, comment classer des virus? Alors, il y a plusieurs méthodes pour classer des virus, mais ici, dans ce graphique, on va pouvoir classer les virus tout d'abord, en premier critère, via la présence soit d'ADN, soit d'ARN, et ensuite, si le virus est enveloppé ou non. Et on peut voir que dans le cas du coronavirus, et donc de notre COVID-19,
que c'est un virus à ARN et qu'il est enveloppé d'une membrane lipidique. Alors, ici, quelques informations sur le coronavirus, quelques valeurs clés. Donc, au début de l'épidémie, certaines personnes ont comparé le Covid-19 à une grippe. Et donc, dans la partie gauche de cette slide, vous pouvez avoir quelques indicateurs qui comparent la grippe avec le Covid-19 pour relativiser en fait l'importance de ce virus. Et vous pouvez observer, par exemple, que pour le taux d'hospitalisation et le taux de mortalité, c'est beaucoup plus élevé du côté donc, du coronavirus, d'où l'importance de cette épidémie. Et dans la partie droite, vous voyez la structure plus en détail du coronavirus. Et comme expliqué précédemment, nous avons donc cette fameuse enveloppe lipidique, cette membrane qui peut être donc fragile en fonction des différentes molécules qu'on va pouvoir appliquer dessus. Alors, si on va un peu plus loin donc, pour caractériser le coronavirus, le Covid-19, nous nous sommes posé deux questions qu'on pourrait rencontrer dans l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'il est présent sur des surfaces? Est-ce qu'il est présent dans des biofilms? Alors tout d'abord, est-ce qu'il est présent sur des surfaces? Donc, les informations actuelles et les recherches récentes sur le Covid-19 ont permis de mettre en évidence que le virus peut persister sur des surfaces et parfois de plusieurs jours, notamment jusqu'à 72 heures sur les plastiques et l'acier inoxydable, jusqu'à 24 heures sur le carton, jusqu'à 4 heures sur le cuivre, par exemple. Et donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il est impératif pour l'industrie alimentaire donc, de bien sûr renforcer les mesures d'hygiène personnelle, donc ça c'est le premier point à mettre en place, de fournir une formation sur les principes d'hygiène au personnel. On va dire que ça, c'est quelque chose qui est déjà mis en place de manière habituelle dans l'industrie agroalimentaire, mais en tout cas, adapter les formations pour parler de ce risque en particulier. Éliminer ou réduire le risque de contamination des surfaces alimentaires et des matériaux d'emballage par rapport aux denrées alimentaires. Alors, dans ce contexte, il est fortement conseillé à l'industrie donc, de fournir des équipements de protection individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, du bon sens, bien sûr, d'introduire une distanciation physique, ça maintenant nous y sommes tous habitués, mais bien sûr aussi d'utiliser des mesures d'hygiène et d'assainissement strictes, donc en utilisant les bonnes méthodes de nettoyage et de désinfection avec les bonnes molécules. Alors, est-ce que les virus sont présents dans les biofilms? Donc ça, c'est une question pour laquelle il n'était pas évident de répondre, donc nous, on a fait une revue de la littérature, et il existe assez peu de littérature traitant des virus pathogènes pour l'homme dans les biofilms. Néanmoins, il est prouvé que les biofilms servent de zone d'absorption et de protection pour les virus. L'absorption virale sur la surface est multiparamétrique et dépend de plusieurs propriétés physico-chimiques telles que le milieu, donc est-ce qu'on est en milieu aqueux, est-ce qu'on est en milieu sec, etc. Des surfaces en elles-mêmes et des particules virales en elles-mêmes. Alors, diverses études ont suggéré bien sûr que les biofilms peuvent piéger et accumuler des virus et produire un réservoir potentiel d'agents pathogènes humains ou bactériens. Et les virus présents dans un biofilm sont, à titre d'exemple, 30 fois plus résistants à une chloration de l'eau lors d'un traitement. Donc, les biofilms ont donc un rôle protecteur pour les virus. Donc, au sein de cette matrice du biofilm, donc au sein de cette matrice de polymères, de molécules différentes, donc, le virus peut tirer parti de ce mode de vie un peu particulier, spécifique au biofilm, et en particulier d'une protection contre le stress environnemental, comme la dessiccation ou l'action d'agents antimicrobiens. Et donc, quelles sont les conséquences au niveau santé publique? Donc, les biofilms étaient déjà considérés comme une cause commune d'infection bactérienne, donc ça c'est déjà bien décrit et bien connu, mais ils doivent maintenant être considérés comme des réservoirs protecteurs de particules virales pathogènes et sont probablement responsables de nombreuses infections virales persistantes et probablement également donc, pour le risque Covid-19. Donc maintenant, comment éliminer les biofilms? Je vais relaisser la place à ma collègue Lisiane pour vous donner plus d'informations. Voilà. Alors, comment éliminer le coronavirus et le Covid-19 d'une surface? Comme Laurent vient juste d'expliquer, le virus Covid-19 est un virus enveloppé. Et comme nous pouvons le constater sur cette image qui reprend les différents types de micro-organismes, on voit que les virus enveloppés sont les virus les
moins résistants aux biocides ou les plus sensibles aux biocides. Alors, il existe différents agents biocides, ou dans ce cas-là, on va même parler d'agents virucides, qui vont avoir une action sur qui vont avoir différents mécanismes d'action en fonction de la composition du virus. Juste pour rappel, ici en bas, l'image qui explique la composition d'un virus non enveloppé, donc il s'agit d'un génome entouré d'une capside protéique, et les virus enveloppés qui ont encore, eux, une couche de lipides, une enveloppe lipidique autour d'eux. En fonction des différents agents, par exemple les peroxydes, les halogènes, les aldehydes, on va voir qu'eux vont avoir plus une action sur le génome ou sur les protéines de la capside. En revanche, si nous prenons par exemple des tensioactifs tels que l'ammonium quaternaire ou même un simple savon, on va voir qu'eux vont avoir plus une action sur la couche lipidique et donc vont pouvoir, en ce cas-ci, pouvoir éliminer et nettoyer le virus du Covid-19. Voilà. Nous allons finir maintenant avec une petite partie de réglementation et je repasse donc la parole à Laurent. Donc voilà comment, merci Lisiane. Donc on voit que le Covid-19 est sensible à toute une série de molécules, donc par exemple les détergents, les solutions alcooliques qui vont agir sur leur membrane. Mais comment être certain que mon produit est virucide? Alors dans ce contexte, il y a toute une législation qui décrit tout ça. Donc, si on reprend la législation européenne, donc un virucide entre dans la réglementation européenne sur les biocides, qui est le numéro 528/2012, et doit répondre à de multiples exigences. Une des exigences est de réaliser des tests d'efficacité sur plusieurs virus, que ce soit des virus enveloppés et non enveloppés, et suivant des normes internationales strictes. Donc, il y a tout un protocole à mettre en place pour évaluer si le produit est bien virucide. Alors, ce produit, ce biocide, donc, il est composé de toute une série de substances actives et ces substances actives font partie d'une liste qui a été établie par l'Union européenne et seuls les biocides comprenant une ou plusieurs substances actives reprises au niveau de cette liste peuvent être proposés sur le marché européen. Cependant, cette législation est en cours de régime transitoire, c'est-à-dire que certaines molécules peuvent être acceptées au niveau national, mais pas encore au niveau européen. Donc, on est en phase de transition pour l'instant. Donc, il y a des différences encore entre les pays. Bref, c'est assez complexe. Alors, le mieux et le plus simple, c'est de demander à votre fournisseur de vous fournir un certificat de virucidie suivant votre utilisation et votre application. Okay. Alors, la présentation touche déjà à sa fin. Alors, quelques mots pour conclure et un message à reprendre ici. Donc, tout d'abord, afin d'assurer un bon nettoyage et une bonne désinfection, donc nous avons vu qu'il était extrêmement important de bien sûr mettre en place et de bien respecter le protocole comme le temps de contact, la température d'application, etc. Donc, tous ces paramètres sont absolument cruciaux pour assurer le bon nettoyage et une bonne désinfection. De sélectionner les produits qui seront efficaces en fonction de son environnement et de son risque, et d'utiliser la bonne méthode pour leur application. Et donc, plus spécifiquement pour le risque Covid-19, donc c'est un virus qui est fragile par la présence de sa membrane lipidique, qu'il peut être présent sur de multiples surfaces et notamment dans des biofilms, et qu'il est éliminé efficacement en choisissant les bonnes molécules. Donc voilà, alors avant de terminer, peut-être un petit mot pour expliquer Realco. Donc Realco est situé en Belgique, dans le parc scientifique de l'Université de Louvain. Et donc, nous sommes des développeurs et des producteurs de solutions détergentes enzymatiques, principalement, mais nous avons toute une gamme de produits pour le nettoyage et la désinfection. Notre objectif est de réinventer l'hygiène pour l'être humain et pour l'environnement. Et notre vision est d'être le leader dans le domaine des détergents enzymatiques, du traitement des biofilms et de leur prévention. Nous sommes actuellement 60 personnes, dont 7 personnes dans l'équipe R&D. Nous avons des collaborations étroites avec des universités et des centres de recherche pour la R&D, pas uniquement en Belgique, mais à travers toute l'Europe. Nous disposons actuellement de 13 brevets sur les détergents enzymatiques et leur application. Nous sommes membres de groupes de travaux sur le nettoyage et l'hygiène dans l'industrie alimentaire.
Et un des points de notre réussite, c'est de continuer en permanence à innover, et donc notamment avec 15% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti chaque année en R&D. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Alors oui, je vois ici qu'il y a des questions concernant les références pour les études. Oui, on a bien sûr toutes ces références qui pourront être mises à disposition, bien sûr. Et par exemple, je sais qu'il y a une question sur la référence concernant la survie du virus sur les surfaces. Oui, c'est sans problème, on a tout ça. Donc pour l'instant, il y a pas mal d'études qui ont été réalisées ces dernières semaines, qui ont été publiées ces dernières semaines, qui évaluent donc tous ces aspects. Et on pourra donc mettre tout ça à votre disposition sans problème. Alors, une autre question, donc un simple tensioactif est efficace. Pourquoi utiliser un virucide? Donc, c'est vrai qu'un tensioactif donc, a plusieurs propriétés. Donc, ce sont vraiment des molécules très intéressantes parce qu'elles ont un effet de détergence. Donc, on peut les utiliser pour, par exemple, nettoyer, mais elles ont un effet aussi biocide. Donc, c'est vrai que les solutions, par exemple, 2 en 1 qui contiennent donc ces fameux tensioactifs, ont cette particularité de nettoyer et de désinfecter. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de molécules. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions? Je regarde. Non, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'espère que ces informations vous ont été claires et que ça va pouvoir vous servir. Donc, nous sommes posé toute une série de questions qu'on pourrait avoir dans le cadre du secteur agroalimentaire. Mais si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous et c'est avec grand plaisir qu'on pourra y répondre. On a essayé d'être le plus concret, le plus simple possible et pour que toutes ces informations puissent vous servir. Et nous, de notre côté, donc, nous mettrons à votre disposition toutes les références bibliographiques. Et en tout cas, dans la présentation, vous avez souvent entre parenthèses le nom de l'auteur ainsi que l'année de publication qui vont vous permettre d'aller rechercher les références dans une liste, par exemple. Voilà, je pense que c'est bon.